TikTok et la confiance envers la marque des Gen Z. Donc pour commencer, on va vous définir un peu les termes importants. Donc le marketing d'influence, c'est un type de stratégie marketing qui tire parti de la notoriété des célébrités, des personnalités, des médias sociaux, de leaders d'opinion afin de promouvoir auprès de leur communauté un produit ou un service d'une entreprise. Ensuite, la génération Z, ça correspond à la nouvelle génération qui est née entre 1995 et les débuts 2010. Donc ils ont grandi à l'ère numérique avec un accès facile à Internet, aux médias sociaux et aux technologies numériques depuis leur plus jeune âge. Ensuite, TikTok, donc c'est une application que je pense que vous connaissez tous, ça a été fondé par Zhang Yiming en septembre 2016. Son but est de partager de courtes vidéos se basant sur un algorithme précis, s'appuyant sur l'analyse de données récoltées par ByteDance, qui est l'entreprise détenant TikTok, pour comprendre au mieux le comportement des utilisateurs et leurs préférences. Et enfin, pour vous établir un peu le contexte, l'application TikTok a connu un grand succès grâce notamment au confinement qui a amené un grand nombre de personnes à se divertir via leur téléphone portable afin de rester connectés au monde extérieur, et ça a leur permis d'atteindre un nombre record de téléchargements pour une application. Donc pour situer un petit peu plus, pour être un petit peu plus dans le contexte de la génération Z, alors TikTok c'est le 3e réseau social préféré de la génération Z, donc en France en 2023, et 40% des visiteurs quotidiens de 2020 faisaient partie de la génération Z. Alors ça devient aussi une source d'information avec le hashtag BookTok, donc en fait maintenant les jeunes de la génération Z vont chercher directement, lorsqu'ils ont des interrogations, ils cherchent directement sur TikTok plutôt que sur Google. Et selon le vice-président senior de Google, presque 40% des jeunes, lorsqu'ils cherchent un endroit pour déjeuner, cherchent sur TikTok et non sur Google. Pour présenter un petit peu les influenceurs préférés de la génération Z, on a mis 3 exemples, donc un plutôt dans l'humour, Léa et lui dans la danse, lifestyle, et Cédric Grolet pour la cuisine, mais d'autres types de contenus très populaires. On a les astuces, les voyages, les faits divers, plusieurs types de contenus comme ceci. Notre problématique est la suivante. Quel type de contenu par l'influenceur permet d'améliorer l'expérience hédonique de la Gen Z sur le réseau social TikTok et de suivre ses conseils? Donc on y répondra en 2 temps. Tout d'abord en étudiant les aspects positifs de l'influence perçue par la Gen Z, à savoir le plaisir d'excitation par l'UGC et les micro-célébrités, l'humour et les leaders d'opinion, et le soi idéal et la relation parasociale. Et en 2e temps, on analysera les aspects négatifs de l'influence perçue par la Gen Z, qui sont la relation parasociale et le rejet de la marque ou celui de l'influenceur, ainsi que la transparence et l'attitude négative envers la marque. Alors du coup, je vais vous présenter notre premier article qui s'inscrit dans les aspects positifs de l'influence perçue par la Gen Z. Donc ça a été un échantillon de 41 personnes de la génération Z qui sont à la fois des étudiants ou des jeunes professionnels. Ils ont été répartis en 8 groupes. Donc pour cette étude, le but était de connaître les outils du marketing sur Instagram qui influençaient la génération Z à effectuer des achats impulsifs dans l'industrie de la mode. Alors pourquoi le milieu de la mode? Car les vêtements sont l'un des premiers achats indépendants dans lesquels la génération Z s'engage. Et pourquoi Instagram? Parce qu'il y a une importance de l'aspect visuel qui est un élément très apprécié par la génération Z, par opposition à la génération précédente qui préfère des contenus à texte. Donc ça, c'est d'après une étude de Prakash Yadav qui a été réalisée en 2017. Donc afin de cadrer leur étude, les auteurs ont décidé d'utiliser le modèle SOR, donc Stimulus Organism Response, qui a été développé par Mehrabian et Russell en 1974, qui est souvent utilisé dans la littérature pour expliquer le comportement des consommateurs. Donc en psychologie, ce modèle explique que divers facteurs environnementaux peuvent être un stimulus qui influence l'état émotionnel d'une personne, ce qui évoque ensuite une réponse. Donc le modèle SOR, il a été jugé comme le plus approprié lors de l'étude de l'achat impulsif. Donc l'achat impulsif, c'est généralement déclenché par des stimulus ou des facteurs externes qui incitent le consommateur à prendre des décisions d'achat rapides et sans une réflexion approfondie. Donc autrement dit, les consommateurs sont soudainement attirés par un produit ou un service sans avoir initialement l'envie de l'acheter. Donc la recherche qualitative de cette étude s'est faite sur la base d'entretiens et a montré que le comportement d'achat impulsif des utilisateurs était guidé par les variables suivantes. Donc on a plusieurs variables, donc publicité ciblée, micro-célébrité, UGC qui constituent les stimulus. Donc la publicité ciblée, c'est les techniques publicitaires qui visent à identifier les personnes individuellement afin de leur diffuser des messages spécifiques en fonction de leurs caractéristiques.
Ensuite, les micro-célébrités, donc selon l'article, c'est des personnes qui se caractérisent par un nombre d'abonnés moins élevé sur la pyramide de l'influence, donc c'est autour de 3 000 et 20 000 abonnés. Et ensuite, on a l'UGC, donc c'est le User Generated Content, c'est l'ensemble des contenus générés et publiés par les utilisateurs d'une marque sur Internet. Ensuite, on a le plaisir et l'excitation, donc c'est les émotions ressenties qui constituent l'organisme du modèle. Donc le plaisir, c'est la sensation agréable qui est liée à la satisfaction d'un besoin, de quelque ordre qu'il soit, ou à la réalisation d'un désir. Ensuite, on a l'excitation, donc c'est un état d'agitation, d'enthousiasme et d'exaltation. Et enfin, on a l'achat impulsif qui correspond à la réponse dont je vous ai déjà décrit. Donc on a 5 hypothèses. La première hypothèse a été rejetée, ça concernait le contenu généré par la marque, donc Brand Generated Content. Il disait que ça pouvait influencer positivement le comportement d'achat de la génération Z et les pousser à un achat impulsif. Malheureusement, ça n'a pas été vérifié. Ces contenus sont jugés pour la génération Z comme trop excessifs et ramènent les utilisateurs de la génération Z à des émotions négatives. Donc, ils utilisaient les termes comme ennuyant ou non pertinent. Ensuite, on a l'UGC. Donc, ça influence positivement le comportement d'achat de la génération Z. Ils les perçoivent comme beaucoup plus authentiques et plus dignes de confiance. Donc, en effet, ils expliquaient qu'ils allaient plus avoir confiance envers un ami ou sa famille lorsqu'il conseillait un produit, vu qu'il savait qu'il conseillait le produit parce qu'il était réellement apprécié et qu'il n'y avait pas de raison financière derrière. Ensuite, on a l'éditeur d'opinion qui influence positivement le comportement d'achat de la génération Z. Donc, il y a un certain scepticisme à leur égard. En effet, les utilisateurs de la génération Z ont moins confiance en eux et les trouvent moins authentiques lorsqu'il n'y a pas de cohérence entre la marque présentée et l'influenceur. Par contre, les utilisatrices féminines expliquaient que c'était une source d'inspiration pour elles, et notamment dans le milieu de la mode, donc c'est jugé comme influençant positivement ce comportement. Enfin, on a la publicité ciblée, donc elle influence positivement le comportement d'achat de la génération Z. La majorité des personnes étaient favorables ou indifférentes à ces publicités à condition qu'elles ne soient pas répétitives et qu'elles soient pertinentes. Enfin, on a le plaisir et l'excitation qui sont les stimuli provoqués qui influencent positivement le comportement d'achat de la génération Z. Donc ça a été vérifié en expliquant que les utilisateurs, lorsqu'ils regardaient des contenus générés par les utilisateurs, les leaders d'opinion, les publicités, ça leur donnait envie d'acheter le produit. Ils avaient un certain plaisir et d'excitation de se procurer le même produit. Donc pour conclure, la génération Z préfère des contenus beaucoup plus subtils et prête attention à la cohérence des partenariats. Ainsi, selon le modèle, les publicités ciblées, les contenus générés par les utilisateurs induisent des stimuli pour provoquer des émotions positives, donc le plaisir et l'excitation, qui entraînent par la suite des achats impulsifs. À noter quand même que la majorité des hommes interrogés ont déclaré acheter des articles de mode par nécessité et non par désir. Ils présentent moins de traits impulsifs par rapport aux femmes et les stimuli sur Instagram ne n'enclenchent pas leur achat impulsif. Donc ça, c'est dans l'industrie de la mode. Par conséquent, le modèle n'est valable que pour les consommatrices féminines de la génération Z, ce qui nous amène aux implications managériales. Donc on conseille aux entreprises d'investir dans des stimuli marketing ayant des effets plus forts sur les achats impulsifs, donc l'utilisation d'influenceurs, des publicités promotionnelles ciblées et encourager le contenu généré par les utilisateurs qui est très bien vu par la génération Z et choisir plus méticuleusement les leaders d'opinion pour représenter une marque, donc que les valeurs soient cohérentes entre l'influenceur et la marque, et enfin tenir compte des importantes différences de genre lorsqu'il cible la génération Z, donc établir des stratégies marketing attirant à la fois les hommes et les femmes. Donc le deuxième article est au sujet du marketing d'influence et de l'efficacité de l'humour et de l'expérience hédonique des utilisateurs TikTok. Donc l'échantillon utilisé pour l'étude est une audience assez jeune, composée de 217 abonnés d'un influenceur espagnol. Leur âge vont de 16 à 25 ans environ, et la majorité ont entre 18 et 20 ans, donc ils font tous partie de la Gen Z. Et dans cet article, on a pu identifier plusieurs variables, donc l'originalité, donc c'est ce qui est nouveau, créatif. Ensuite, la qualité, donc c'est des publications bien travaillées, agréables à regarder. Ensuite, on a l'humour, la quantité, l'expérience hédonique, le leadership d'opinion, l'intention de suivre un compte et l'intention pour les abonnés de suivre les conseils des influenceurs. La première hypothèse, c'est que l'originalité des posts donne l'envie aux utilisateurs de suivre les comptes et les conseils des influenceurs. Elle joue également sur l'expérience hédonique et sur la perception du leadership d'opinion des utilisateurs. Et donc en effet, sur TikTok, les abonnés veulent découvrir du contenu original,
Ils veulent du contenu innovant pour rester informés. Et donc ce même contenu original renforce leur intention de suivre le compte de l'influenceur et de suivre ses conseils. La deuxième hypothèse, c'est que la qualité a un effet positif sur l'expérience hédonique et sur la perception du leadership des utilisateurs. Et donc ce contenu de qualité se caractérise par des informations pertinentes et qui sont satisfaisantes pour le public. Des publications de haute qualité influencent positivement la façon dont les consommateurs perçoivent et évaluent les contenus. Ensuite, la troisième hypothèse, c'est que la quantité a un effet positif sur l'expérience hédonique et sur la perception du leadership d'opinion des utilisateurs. Il a été constaté que la quantité de posts est liée à la perception de l'influence de l'influenceur. Donc les leaders d'opinion publient plus de contenu que les autres utilisateurs, et donc c'est pour ça qu'ils peuvent influencer d'autres personnes. La quatrième hypothèse, c'est que l'humour a un effet positif sur l'expérience hédonique et sur la perception du leadership d'opinion des utilisateurs. Donc l'humour est efficace pour capter l'attention du public, pour améliorer son attitude envers les marques et pour faciliter l'acceptation des messages de manière simple et directe. De plus, c'est efficace aussi pour établir des leaders d'opinion. Et grâce à la contagion émotionnelle, les spectateurs sont plus sujets à écouter et à respecter quelqu'un qu'ils apprécient et qu'ils trouvent drôle. La cinquième hypothèse, c'est que l'expérience hédonique des utilisateurs leur donne envie de suivre les comptes et les conseils des influenceurs. Il a été démontré que sur Instagram, en raison de leur expérience hédonique, les utilisateurs auraient pour intention de continuer à suivre des comptes spécifiques et à interagir avec eux, ainsi qu'à suivre les conseils des influenceurs pour leur ressembler, et donc ce serait le même cas pour les utilisateurs de TikTok. Et la dernière hypothèse, c'est que le leadership d'opinion des influenceurs donne l'envie aux utilisateurs de suivre leurs comptes et leurs conseils. Donc, comme les abonnés veulent ressembler aux influenceurs, ils doivent suivre les dernières tendances. Et si les utilisateurs perçoivent que l'influenceur exerce un leadership d'opinion, cela aura un impact positif sur leur intention d'interagir avec lui. Toutes les hypothèses ont été confirmées. Cependant, il a été prouvé que les variables les plus importantes sur TikTok étaient l'originalité, l'humour et la rue périphérique de persuasion. Ça éviterait un trop gros effort cognitif pour les utilisateurs. Et donc la qualité et la quantité seraient secondaires. Et donc on conseillerait aux entreprises d'utiliser un contenu dynamique, humoristique et original, de ne pas trop bosser le contenu, de ne pas se focaliser sur la qualité et la quantité. Elle devrait également établir des relations de moyen et long terme avec les influenceurs TikTok pour profiter des opportunités économiques. Elle devrait également faire attention aux caractéristiques des influenceurs sur chaque média social et faire attention à ce qu'ils publient. Et la dernière recommandation, ce serait d'utiliser des plateformes d'influenceurs comme l'Influencer Marketing Factory. Donc c'est une agence qui crée des campagnes efficaces de marketing d'influence. Elle a par exemple créé des campagnes pour Google ou Amazon. Du coup, voilà, nous avons sélectionné un article au sujet des aspects positifs de l'influence perçue par la Gen Z. Du coup, l'échantillon utilisé est le suivant. On a 361 personnes interrogées, dont la majorité étaient des femmes et des étudiants, et plus que la moitié, il y avait environ 80%, avaient entre 18 et 25 ans. Du coup, ils faisaient bien partie de la Gen Z. Cette étude a examiné l'impact de plusieurs facteurs sur les relations parasociales entre les influenceurs et les utilisateurs et comment ces relations parasociales affectent la perception des motivations et par conséquent les intentions d'achat des consommateurs. Du coup, dans l'article, on a 7 variables que je vais vous expliquer. L'attractivité se réfère au degré de perception du contenu d'un influenceur sur les réseaux sociaux comme étant visuellement ou esthétiquement attractif. Ensuite, on a le prestige qui se réfère à la mesure dans laquelle le contenu d'un influenceur sur les réseaux sociaux présente les caractéristiques d'un statut élevé. Ensuite, on a l'expertise qui, elle, se réfère au contenu de l'influenceur qui témoigne d'une plus grande connaissance et ou d'une plus grande expérience dans certains domaines que dans d'autres. Après, il y a l'écart de soi qui est le quart entre le soi réel et le soi idéal. Ensuite, on a les relations parasociales qui sont des relations unilatérales que les individus ont avec les influenceurs. Et ensuite, on a les motivations égoïstes qui se réfèrent à une motivation personnelle qui pousse un influenceur à agir en fonction de ses propres avantages. Du coup, ici, c'était pour dire que les raisons pour lesquelles un influenceur va venir promouvoir un produit ou une marque. Et enfin, on a l'intention d'achat qui est la probabilité qu'un consommateur achète un produit ou un service. Du coup, grâce à l'étude des variables
et des différentes hypothèses, les chercheurs ont pu former un modèle conceptuel. Et concernant les hypothèses, ils sont basés sur les résultats de l'étude quantitative et ces résultats montrent que toutes les hypothèses sont validées. Concernant les 3 premières hypothèses, on s'intéresse à des facteurs d'influence utilisés par les influenceurs qui impactent positivement les relations parasociales. Du coup, l'hypothèse 1 nous dit que l'attractivité impacte les relations parasociales. Ici, on nous dit que les interactions avec les influenceurs attractifs ont tendance à susciter des émotions positives et un désir d'établir une relation avec eux. De ce fait, ils ont tendance à accorder plus d'attention et à s'engager beaucoup plus avec les influenceurs perçus attractifs. Par exemple, un des participants à l'étude a déclaré « Je trouve que le contenu des réseaux sociaux de nom d'influenceurs est beau ». Ensuite, pour l'hypothèse 2, elle nous dit que le prestige a un impact sur les relations parasociales. Les utilisateurs s'identifient et développent des relations parasociales avec les influenceurs qui présentent une identité et une image prestigieuse. Par exemple, un des participants à l'étude a déclaré « Je trouve que le contenu des réseaux sociaux de nos influenceurs a un statut élevé ». Ensuite, l'hypothèse 3 nous dit que l'expertise a un impact sur les relations parasociales. Ici, l'étude nous dit que les utilisateurs ont tendance à interagir et à nouer des relations parasociales davantage avec les influenceurs qui ont une connaissance considérable des marques et des produits. Et du coup, les influenceurs perçus comme des experts dans certains domaines sont capables d'induire des attitudes positives et de nouer des relations parasociales. Par exemple, un des participants à l'étude a déclaré « En regardant le contenu des réseaux sociaux de nos influenceurs, je trouve que c'est un expert ». Ensuite, on a les hypothèses 4 et 5 qui aident l'étude s'intéresser sur l'impact des relations parasociales et des motivations des influenceurs sur le comportement des utilisateurs. Car ici, les utilisateurs évaluent si l'influenceur agit dans son propre intérêt ou dans l'intérêt public, ce qui forcément a un impact sur l'intention d'achat. Du coup, pour l'hypothèse 4, elle nous dit que les relations parasociales, plus les relations parasociales sont fortes, moins les utilisateurs pensent qu'il agit pour son propre intérêt. En fait, quand les relations parasociales sont fortes, l'utilisateur a tendance à en déduire que l'influenceur aime vraiment le produit et la marque qu'il représente, donc ils sont plus susceptibles d'adopter une attitude favorable à l'égard de ce produit et de la marque. Par exemple, un des participants à l'étude a déclaré « Nom de l'influenceur se soucie de fournir des informations utiles à ses abonnés ». Ensuite, pour l'hypothèse 5, elle nous dit que si les motivations d'un influenceur sont considérées comme égoïstes, cela réduit l'intention d'achat des utilisateurs. Du coup, ici, on a justement l'inverse, parce que lorsque les utilisateurs ont tendance à remettre en question les motivations derrière les décisions de l'influenceur de promouvoir un produit en marque en particulier, et s'ils pensent que l'influenceur agit pour des motifs personnels, comme par exemple une compensation financière, cela serait considéré comme une motivation égoïste et du coup va entraîner une réaction négative de la part de l'utilisateur, comme par exemple la méfiance envers la marque et le produit, et du coup forcément réduire l'intention d'achat. Ici par exemple, un des participants a déclaré l'influenceur recommande des marques parce qu'en fin de compte, il ne se soucie que de ses profits. Enfin, pour les 3 dernières hypothèses, l'étude aborde la théorie de l'écart de soi qui nous dit que les utilisateurs vont adopter certains comportements dans le but de réduire cet écart et lorsqu'un utilisateur se sent très différent de la personne qu'il voudrait être, il est davantage attiré par des influenceurs qui représentent justement ce qu'il souhaite être et du coup cela va renforcer les relations parasociales puisque du coup les utilisateurs cherchent à réduire cet écart pour diminuer le sentiment d'inconfort. L'hypothèse 6 nous dit que lorsqu'un utilisateur se sent éloigné de son idéal de soi et trouve un influenceur attractif qui incarne cet idéal, cela va renforcer la relation parasociale car l'influenceur représente un moyen de combler cet écart.
Pour l'hypothèse 7, elle nous dit que lorsqu'un utilisateur perçoit un grand écart entre sa propre image et son soi idéal, le prestige de l'influenceur renforce la relation parasociale car il aspire à atteindre son soi idéal de prestige. Et enfin, pour la dernière hypothèse, elle nous dit que lorsqu'un utilisateur perçoit un grand écart entre sa propre image et son soi idéal, l'expertise de l'influenceur renforce la relation parasociale parce que il veut acquérir ses compétences. Et du coup, par exemple, ici, un des participants a déclaré la personnalité de l'influenceur correspond à ce que j'aimerais être. Du coup, voilà, pour conclure, cette étude met en évidence l'importance des facteurs des influenceurs et des facteurs des influenceurs qui mettent en place. Du coup, on a dit attractivité, prestige et expertise dans le développement des relations parasociales chez la génération Z. Du coup, pour ce qui concerne les implications managériales, on a retenu 5. Le premier, c'est que les marques doivent choisir des influenceurs qui ont une bonne relation avec leur public, car le nombre d'abonnés n'est pas un indicateur pertinent. Les influenceurs doivent interagir davantage avec les abonnés, du coup, pour renforcer cette relation. Ensuite, les influenceurs et les marques doivent proposer un contenu de haute qualité qui plaît visuellement et qui montre leur expertise. Ensuite, il est important que le contenu correspond au public visé. Et enfin, l'influenceur doit montrer aux utilisateurs qu'ils peuvent facilement s'identifier à lui afin de renforcer la relation parasociale. Donc ensuite, on passe à la partie 2, donc sur les aspects négatifs de l'influence perçue par la génération Z. Mon article parlait du contrôle des marques, ce qu'il va engendrer sur le rejet des marques et de l'influenceur. Donc on a plusieurs variables. La première, c'est le contrôle des marques, donc qui est la transgression morale et la violation de l'éthique, puisque les marques sont perçues par la Gen Z comme étant des responsables moraux, et donc ils ont une responsabilité qui est de ne pas violer l'éthique et de ne pas chercher à manipuler l'utilisateur. Ensuite, la force de la relation, c'est le degré de force de la relation entre les membres d'un réseau social, donc entre les abonnés et les influenceurs. Ensuite, le type d'influenceur, c'est la catégorie de l'influenceur en fonction de son nombre d'abonnés, donc micro ou macro-influenceurs. Les micro-influenceurs sont définis dans l'article comme étant les influenceurs ayant entre 10 000 et 100 000 abonnés. Et les macros, ils sont définis comme étant les influenceurs ayant entre 100 000 et 1 million d'abonnés. Pour ce qui est de l'émotion de la colère, alors l'émotion de la colère, elle va être provoquée par la transgression morale d'une marque, donc le contrôle de la marque provoque le sentiment de colère chez les abonnés. Ensuite, l'évitement de la marque ou l'évitement de l'influenceur, c'est le phénomène par lequel les abonnés choisissent activement de les fuir en les évitant ou en se désabonnant de leurs réseaux sociaux. Donc ça va être provoqué directement par le contrôle de la marque. Les hypothèses formulées, donc il y en a 4. La première, c'est que le contrôle des marques augmente le rejet des influenceurs et des marques. Donc cette première hypothèse a été confirmée puisque les personnes interrogées n'ont pas eu de problème pour percevoir un contrôle d'une marque et ils ont directement perçu ça comme une transgression morale et donc ils ont choisi de rejeter l'influenceur et la marque. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'est que les consommateurs sont plus enclins à rejeter un macro-influenceur ou une marque s'ils perçoivent qu'une marque contrôle un macro-influenceur. Donc en effet, les macro-influenceurs sont perçus comme la Gen Z comme ayant une plus forte responsabilité morale que les micro-influenceurs et donc ils se doivent de dire la vérité et ils se doivent d'être dignes de confiance. Pour l'hypothèse numéro 3 qui n'a pas été vérifiée, les consommateurs sont plus enclins à rejeter un influenceur et une marque s'ils perçoivent un contrôle d'une marque et que la relation avec l'influenceur est forte. Donc celle-ci n'a pas été vérifiée, on s'aperçoit que même lorsque un abonné est très proche, se sent très proche
d'un influenceur, il ne va pas se sentir plus trahi et donc plus se rejeter l'influenceur si jamais il s'aperçoit qu'une marque a contrôlé le contenu de l'influenceur avec lequel il a des liens étroits. Pour l'hypothèse numéro 4, la colère influence la relation entre le contrôle de la marque et l'évitement des influenceurs et de la marque. Donc celle-ci a été vérifiée, donc on s'est aperçu que le contrôle des marques, donc une transgression morale, engendre la colère, et la colère engendre le rejet, l'évitement de la marque, un sentiment négatif envers la marque et l'influenceur. Ils ont interrogé trois échantillons de personnes, dont un avec 105 personnes, le deuxième 170 et le troisième 271 personnes. Toutes ces personnes appartenaient à la génération Z. Pour les implications managériales, donc l'article recommande aux marques d'éviter tout contrôle excessif sur les postes dédiés à la Gen Z, qui va directement percevoir un contrôle par une marque et rejeter la marque et l'influenceur. Il faut bien choisir les réseaux sociaux utilisés pour promouvoir la marque, parce qu'il faut s'adapter. Si on cible la Gen Z, il faut aller sur les réseaux sociaux qu'utilise la Gen Z. Construire une relation basée sur la créativité et la familiarité. Et donc, encore une fois, éviter ce contrôle. Vraiment, construire une relation de proximité avec l'abonné. Se concentrer davantage sur sa crédibilité que sur ses intérêts commerciaux. Et se focaliser sur le niveau d'engagement d'un influenceur plutôt que sur son nombre d'abonnés. Puisque, on l'a vu, c'est pas parce qu'un abonné a beaucoup c'est pas parce qu'un influenceur a beaucoup d'abonnés qu'il va avoir une image que les abonnés vont lui faire plus confiance. Ceci est notre dernier article. Les données de recherche proviennent de 262 adolescents néerlandais, âgés de 13 à 17 ans, avec un âge moyen de 13,6. Cet article utilise la théorie de la gestion des connaissances personnelles, qui est l'ensemble des processus qu'un individu met en œuvre pour rassembler, rechercher, classifier et partager la connaissance en quotidien. En bref, le PKM est la manière dont on organise et gère ses propres informations. Il souligne l'importance d'être actif dans son propre apprentissage et se distingue des méthodes traditionnelles de gestion des connaissances qui sont souvent plus dirigées et imposées. Le modèle de recherche comporte principalement 6 variables. La première, divulgation sponsorisée, fait référence à étiquetage d'une vidéo comme publicité. Le produit intrigue se réfère à l'intégration de la publicité dans la vidéo. La connaissance de la persuasion conceptuelle indique si on peut reconnaître la vidéo comme une publicité. La connaissance de la persuasion attitudinale interroge si cela augmente la capacité de reconnaissance. Et l'attitude de marque et le choix du produit concernent l'effet sur l'attitude des consommateurs envers la marque et sur les choix du produit quand ils identifient la vidéo comme une publicité. L'article propose 6 hypothèses. La première hypothèse est que des vidéos courtes avec une divulgation sponsorisée entraîneront des attitudes plus négatives envers la marque promue et une moindre probabilité de choisir le produit promu. Après avoir visionné la vidéo, les deux groupes d'adolescents ont noté la marque, les scores avec et sans divulgation sponsorisée étaient proches, et le taux de choix du produit était 25% dans les deux cas, dont l'hypothèse 1 n'est pas confirmée. Concernant l'hypothèse 2, les vidéos courtes influentes avec une divulgation sponsorisée sont plus susceptibles de mener à des niveaux plus élevés de connaissance de persuasion conceptuelle chez les adolescents. Il y avait une différence notable dans les scores attribués par les deux groupes. Quant à la reconnaissance de la vidéo en tant que publicité, donc hypothèse 2 est confirmée. Pour hypothèse 3,
des niveaux plus élevés de connaissance de persuasion conceptuelle chez les adolescents mèneront à une augmentation de leur connaissance de persuasion attitudinale. Les deux groupes ont donné des scores similaires à leur volonté de continuer à regarder d'autres vidéos du même influenceur. Donc, hypothèse 3 n'est pas confirmée. Hypothèse 4 stipule que lorsque les connaissances de persuasion attitudinale des adolescents sont accrues, ils ont des attitudes plus négatives envers la marque promue et sont moins susceptibles de choisir le produit promu. Le rappel de la marque sans divulgation sponsorisée était de 35%, tandis qu'avec divulgation sponsorisée était de 90%, ce qui est contraire à l'hypothèse. Donc, l'hypothèse 4 n'est pas confirmée. L'hypothèse 5 avance qu'une intégration plus élevée du produit intrigue dans une vidéo courte conduit à des attitudes plus négatives envers la marque promue et une moindre probabilité de choisir le produit promu. Il n'avait pas de différence significative dans les taux de choix de produits et d'attitude envers la marque après que les deux groupes ont regardé des vidéos avec un niveau faible et élevé de produits intrigue. Donc, l'hypothèse 5 n'est pas confirmée. Enfin, l'hypothèse 6 suggère que le niveau d'intégration du produit intrigue dans une vidéo courte influence l'effet de la divulgation sponsorisée sur les connaissances de persuasion conceptuelle. La divulgation sponsorisée a un plus grand effet lorsque le message a une intégration de produits intrigue plus bas par rapport au plus élevé. Les deux groupes avec des scores similaires quant à la reconnaissance de la vidéo en tant que publicité, donc l'hypothèse 6 n'est pas validée. L'article propose les 5 recommandations suivantes. La première est qu'il est nécessaire d'augmenter la transparence des vidéos publicité marketing pour que les adolescents puissent plus facilement reconnaître leur nature publicité. La deuxième recommandation est qu'il faut de réglementations plus strictes pour la divulgation sponsorisée. La troisième recommandation est que bien que la transparence soit accrue, les adolescents pourront toujours avoir du mal à discerner la publicité. Donc des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires. La quatrième recommandation propose de nouvelles directions de recherche, telles que les différents formats de divulgation, les différents types d'influenceurs et de produits, et comme aussi l'efficacité de la divulgation. La dernière recommandation est que, afin de protéger les adolescents, des mesures complètes sont nécessaires, telles que limiter la promotion d'aliments et de boissons malsains. Alors du coup là vous avez notre Research Gap et les limites et propositions de recherche qui ressortent de tout ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'il serait intéressant de faire une étude sur l'application TikTok en analysant le comportement des utilisateurs face aux influenceurs. De plus, une entreprise aurait besoin de connaître les facteurs qui pousseraient un utilisateur à s'abonner à un leader d'opinion. Les articles ciblent majoritairement la relation que les femmes ont envers les réseaux sociaux et les influenceurs et ne mentionnent presque jamais le cas des hommes. Et enfin, certaines études sont plus tournées vers le réseau social Instagram et ne se focalisent pas seulement sur l'application TikTok. Donc la problématique, on vous la remet, donc c'est quel type de contenu par l'influenceur permet d'améliorer l'expérience hédonique de la Gen Z sur le réseau social TikTok et de suivre ses conseils. Donc ça c'est notre bibliographie. Je vais laisser passer dessus. Donc différents types de contenus ont été étudiés par la littérature, certains sur l'attractivité, d'autres sur l'humour, les relations parasociales et l'origine de la marque. Et grâce à ça, on a pu refaire un modèle conceptuel, donc je vais vous l'expliquer. Les caractéristiques qui font que les utilisateurs ont l'intention de suivre un compte ou les conseils des influenceurs sont l'attractivité, le prestige, l'expertise, l'humour, l'originalité, la quantité et la qualité. Et on a constaté que toutes ces variables influeraient sur l'expérience hédonique, le leadership d'opinion que l'influenceur exerce et sur les relations parasociales présentes entre l'influenceur et l'utilisateur.
Et on en a donc déduit que l'expérience hédonique, le leadership d'opinion et la relation parasociale auraient une influence sur l'intention d'achat et l'intention pour les utilisateurs de suivre les comptes et les conseils des influenceurs. Nous avons interviewé au total 5 personnes, un homme et 4 femmes. Leur âge variait entre 18 et 22 ans, avec un âge moyen de 10. Notre entretien de recherche se compose 4 thèmes. Le thème 1 apporte principalement les sentiments de plaisir et d'excitation ressentis lorsque de l'utilisation de TikTok, ainsi que l'expérience émotionnelle liée au visionnage des vidéos d'influenceurs. Le thème 2 explore les préférences de contenu des utilisateurs sur TikTok, comment ces préférences influencent leur décision de suivre un influenceur particulier, ainsi que l'importance qu'il accorde à la qualité et à la fréquence de publication du contenu sur TikTok et leurs raisons. Le thème 3 examine le degré de confiance envers différents influenceurs, si certains sont considérés comme des modèles et si les collaborations entre influenceurs et marques peuvent affecter leur crédibilité. Et le thème 4 traite des problèmes de transparence dans le marketing d'influence et de l'impact des relations de sponsorisation sur l'intention d'achat et des consommateurs. Du coup, maintenant, on va s'intéresser à l'analyse de contenu et calcul de fréquence. Du coup, il y a eu quelques concepts théoriques qui ont été confirmés, d'autres rejetés et d'autres qui sont apparus. Ici, par exemple, on a l'attractivité, le prestige et l'expertise. Par exemple, du coup, ici, on a l'humour, l'originalité et la qualité. Ici, on a l'intention d'achat et la quantité. Ici, on a l'expérience hédonique et le leadership d'opinion qui ont été confirmés également. Et enfin, on a le nombre d'influenceurs qui est apparu. Et on a aussi le lien parasocial qui a la plus grande fréquence entre tous les concepts. Donc du coup, voilà notre nouveau modèle conceptuel. On a retiré le prestige puisque à travers nos entretiens, on s'est rendu compte que ça n'avait pas un grand impact sur l'expérience hédonique, le leadership d'opinion et les relations parasociales. Et on a ajouté le nombre d'influenceurs puisqu'on s'est aperçu que lorsque un conseil ou une recommandation était donnée par plusieurs influenceurs, ça avait un plus fort impact que lorsque c'était donné par un seul influenceur. Et enfin, pour terminer, donc c'est les limites de notre étude. Donc